prétend souvent que durant le Moyen-Âge, les enfants n'étaient pas instruits. Dans l'image courante, il n'y avait pas véritablement d'école. Celle-ci a commencé avec Jules Ferry, et auparavant, les petits paysans étaient totalement ignares, n'allaient pas à l'école. Seuls quelques fils de seigneurs avaient ce droit. Je vais vous lire un texte qui va vous permettre d'avoir une idée un peu plus précise sur la question. Aujourd'hui encore, certains manuels scolaires nous affirment que l'ancienne France se divisait en 3 catégories séparées, voire opposées. Clergé, noblesse, tiers-état. Or, à la lecture des vieux textes, cette division ne semble pas du tout aussi nette. Par exemple, il n'y eut guère alors de différence dans l'éducation donnée aux enfants des diverses conditions. Dans les campagnes, les fils des vassaux étaient élevés avec ceux du baron. Dans les villes, les enfants des bourgeois connaissaient le même apprentissage ou la même école que ceux des travailleurs manuels. Sugère, ministre de Louis VII, était le fils d'un serf, et Maurice de Sully, l'évêque qui édifia Notre-Dame de Paris, celui d'un mendiant. Saint-Pierre d'Amiens, enfant, gardait les pourceaux. Le pape Urbain VI avait pour père un cordonnier, et Grégoire VII un chevrier. On sait que Charlemagne, visitant une école, se montra fort déçu de voir les fils de ces hauts dignitaires se disputer l'avant-dernière place. C'est qu'ils étaient déjà élevés avec les autres, gens d'humble condition pour lesquels l'enseignement fut toujours gratuit jusqu'au XVIIIe siècle. Donc on parle déjà de l'époque de Charlemagne, les gens du peuple allaient à l'école, avec les nobles. Dans les plus célèbres collèges jésuites, comme celui de Chalon-sur-Marne, une statistique sur les entrées pendant plus d'un siècle, de 1618 à 1736, montre que, suivant les périodes, il y a parmi les élèves de 48% à 62% d'enfants du peuple et de la petite bourgeoisie. Et la gratuité de l'externat, même souvent de l'internat, y était pour eux totale. Dans ces collèges fondés Eadem Caritatis Ratione, par le principe de charité, le pensionnaire, s'il était gentilhomme, déposait en arrivant son épée dans la chambre des armes. Il ne la reprenait qu'avec l'autorisation du préfet des études au jour de sortie. Dès lors, plus de distinction entre lui et ses camarades. Descartes, qui fut élève au collège de la Flèche, rendra hommage à cette égalité qui s'appliquait aussi aux pauvres domestiques des collèges, instruits gratuitement comme les élèves, et dont l'un, Jean Tarin, deviendra recteur de l'université de Paris. Si l'on remonte à l'origine de l'enseignement en France, on voit d'ailleurs que tous les collèges fondés à partir de l'an 1000 l'ont été pour des boursiers, c'est-à-dire des gens qui ne payaient pas, à qui on payait les études. Comme l'écrit Étienne Pasquier de l'université de Paris, il prit une nouvelle dévotion aux seigneurs et principalement ecclésiastiques de bâtir des maisons en cette université en faveur des pauvres qu'ils voulaient y être habitués sous le nom de boursiers et y être nourris et enseignés. On n'avait jamais vu à Athènes ou à Alexandrie tel afflux d'étudiants, remarque Le Breton. Il faudra entendre les philosophes du XVIIIe siècle se plaindre amèrement qu'il y eut trop d'écoles pour comprendre de quel côté était l'obscurantisme. C'est Lachalotais qui écrit « Trop de maîtres d'école, trop d'académies, trop de collèges. Le bien de la société demande que des connaissances du peuple ne s'étendent pas plus loin que ses occupations. » Et Voltaire, vous le savez peut-être, de le féliciter en lui écrivant « Je vous remercie de proscrire l'étude chez les laboureurs. Il est à propos que le peuple soit guidé et non pas qu'il soit instruit. Il n'est pas digne de l'être. » Ça, c'est Voltaire. Il dit encore en avril 1766 « Il me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. » Au milieu du XIIe siècle, Hugues de Saint-Victor écrivait, lui, « Ignorer, c'est infirmité. Haïr la science, c'est dépravation. Mais l'amour s'approche et entre là où la science reste dehors. » Donc vous voyez, entre le XIIe siècle et Voltaire, il y a un écroulement en réalité de la conscience de l'instruction populaire. C'est-à-dire que les élites ne veulent plus, avec Voltaire et cette génération, d'une instruction du peuple. Et ça, on verra très très bien ça dans le combat que Louis XV va mener, puisque Louis XV va se battre pour l'instruction de tous les enfants, y compris des enfants des paysans, etc., alors que les parlementaires, les gens des loges, les philosophes s'y opposeront farouchement. Donc c'est donc l'inversion de ce qu'on croit. On croit que la Révolution a promu l'instruction générale et que le siècle des Lumières a tout fait pour l'instruction du peuple. C'est exactement le contraire. Les gens des Lumières ont tout fait pour éviter, pour empêcher l'instruction du peuple, dont on voit dans ce texte
qu'elle ne date pas d'hier, puisque déjà au Moyen-Âge, dès l'an 1000, toutes les écoles étaient créées à partir de cette période pour des boursiers, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'école. Déformés que nous sommes par une vue de l'histoire qui nous a été léguée par le XIXe siècle, pareilles constatations nous surprennent. Et cependant, nous engageons ceux qui voudraient se faire une opinion fortement motivée sur ce sujet à lire entre autres les excellents ouvrages d'un savant démographe et historien de la société, Philippe Ariès, son Histoire des populations françaises et de leur attitude devant la vie, ou encore L'enfant et la famille sous l'Ancien Régime. Dans ces livres, ils trouveront d'abord la confirmation de ce que nous venons d'affirmer concernant l'enseignement, à savoir que l'Ancien Régime n'a guère connu que l'école unique, tous les degrés étant réunis et ouverts à tous, jeunes ou vieux. Ce n'est qu'au XIXe siècle précisément que la bourgeoisie dite éclairée se réserve le privilège de l'enseignement long et classique dans les collèges, les lycées et les universités, du moins celles peu nombreuses qui subsisteront après la Révolution. Le peuple doit alors se contenter d'une instruction primaire et pratique que ses enfants n'ont même plus bientôt la possibilité de recevoir, obligés qu'ils sont de prendre le travail de 9 ans. Donc, en réalité, le travail des enfants sans instruction, c'est le XIXe siècle, et ce n'est pas le Moyen-Âge. On le voit très bien. Alors, il y a un passage ensuite qui suit, qui est très intéressant, et qui permet de nous donner une idée de ce que c'était que le Moyen-Âge, dont on pense qu'il y a les seigneurs d'un côté, puis les pauvres manants de l'autre, qui étaient bien séparés, avec lesquels ils ne vivaient pas, et sur lesquels ils faisaient peser toutes sortes de vexations, impôts, etc. Alors, je vais vous lire ces passages-là, parce qu'ils sont aussi très intéressants. Ça vous permet de faire un cours d'histoire. Vous allez récupérer le livre peut-être après, je vous donnerai les références. Mais ça vous permet aussi de démonter une histoire officielle et des croyances extrêmement fortes au XXe siècle sur ce qu'était le passé. Philippe Ariès montre en détail l'étonnante promiscuité qui, jusqu'au XVIIe siècle, et même jusqu'au XVIIIe siècle, réunissait les gens de tous âges et de toutes conditions. Dans l'ancienne France, constate-t-il, personne n'était jamais seul. Le maître de maison couchait dans la même pièce que ses domestiques, sur des lits démontables qu'on y dressait, cela pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle. Le roi lui-même, on le verra jusqu'au temps de Versailles, comme le décrivent tous les témoins, tenait jardin, palais et appartements ouverts à tous. N'importe qui pouvait assister au quotidien de sa vie, se présenter à lui. Les enfants étaient tout de suite traités et vêtus comme des adultes. Ce n'est qu'au XVIe et XVIIe siècle qu'apparaît la spécialisation du costume pour l'enfant. La femme d'ailleurs au Moyen-Âge était juridiquement la pleine égale de l'homme, elle administrait en toute autonomie ses biens propres. L'habitation aussi mêlait toutes les classes qui étaient en vérité des ordres juridiques, une répartition de la souveraineté plus que des classes sociales. Il ne manquait pas de laboureurs et de bourgeois plus aisés que leurs nobles voisins. Les fils de famille servaient à table et remplissaient les fonctions domestiques, chez eux ou dans d'autres familles, en commun avec les serviteurs gagés. D'ailleurs, ceux-ci, notamment les valets de pied, portaient l'épée comme leur maître. Intéressant comme détail. La division des villes en quartiers riches et pauvres, soigneusement séparés, ne remonte guère au-delà du XVIIIe siècle et surtout du XIXe siècle, donc après la Révolution. Les divers milieux de vie que nous appelons aujourd'hui les classes se retrouvaient ainsi mêlés à la maison, à l'école, sur le terrain de jeu, bien sûr à l'église, et encore dans ces corps sociaux complets et presque souverains que furent d'abord les terres féodales, puis à la campagne, les communautés de paroisse, à la ville, les libres communes. Telles étaient pour les Français d'autrefois les vraies familles de sentiments. Les corps de métier en étaient d'autres. Les travailleurs y jouissaient ensemble des privilèges de leur corporation. Les paysans tenaient leurs droits de contrat que les nobles devaient respecter, et d'ailleurs l'exploitation seigneuriale était communautaire. Au château enfin, c'est évident, ne vivaient pas seulement ensemble des membres de la famille du seigneur et des serviteurs, mais un peuple d'artisans, de soldats, de rouliers, de fonctionnaires féodaux, de voyageurs, de paysans. Donc on parle bien, le fief, c'est une entreprise communautaire. Ce n'est pas un seigneur qui a ses salariés dont il fait ce qu'il veut. C'est une entreprise communautaire. Et les gens, vous allez le voir, sont beaucoup plus libres qu'on le croit, et ils sont plus libres à l'époque qu'aujourd'hui. Ça, vous allez en faire la découverte, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Robert de Blois s'indigne que certains seigneurs ne laissent pas ouvertes à tout venant, riches ou pauvres, les salles où ils mangent, comme les barons le font habituellement. Partout, refuser l'asile aux errants, est en effet regardé comme une faute grave, une sorte de malédiction. Et Philippe Ariès conclut par cette définition du vrai caractère de l'ancienne société, définition que nous aurons intérêt à garder toujours présente à l'esprit. L'ancien corps social unique englobait la plus grande variété des âges et des conditions. Les conditions étaient d'autant plus tranchées et hiérarchisées qu'elles se rapprochaient dans l'espace. Les distances morales suppléaient aux distances physiques. La rigueur des signes extérieurs de respect,
les différences vestimentaires corrigeaient la familiarité de la vie commune. Voilà. Donc on est exactement à l'inverse de la société d'aujourd'hui, où aujourd'hui le président de la République ou n'importe quel chef ou sous-chef de service sont habillés de la même manière, même mœurs, même manière d'être. Mais en revanche, distance totale. Il est impossible d'aller visiter le président de la République aujourd'hui à l'Élysée. Pas question, bien sûr, de l'approcher. Vous avez un cordon de flics tout autour, et donc il n'y a aucun lien entre le peuple et les gouvernants. Ça, on le sait, j'ai pas besoin de vous en faire un exposé. À l'époque, c'était tout à fait le contraire. Il y avait une très, très grande, l'auteur dit promiscuité, moi je dis proximité, parce que il y avait un lien, et un lien charnel, radical, entre les gens. On dépendait les uns des autres. Le charron avait besoin du boulanger, le boulanger avait besoin de la blanchisseuse avait besoin du boulanger, etc., etc. Donc il y avait un lien, les gens avaient besoin les uns des autres. Si aujourd'hui on est dans un grand égoïsme et dans un grand individualisme, c'est que les gens n'ont pas besoin les uns des autres. Les gens qui touchent le RSA n'ont pas besoin de leurs voisins, par exemple. Quand on a une aide sociale, quand on vit des aides sociales, on n'a pas besoin de son voisin. On peut ne pas lui parler. Et c'est ainsi que nous avons des villes entières de gens qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas la personne qui est à la porte d'en face. Et ce qui crée évidemment une énorme solitude et une désagrégation sociale. Il n'y a plus de pacte social, on n'ira pas mourir pour son voisin, on ne connaît pas, on n'a aucun lien à lui. Donc pourquoi irait-on mourir pour lui? Pourquoi se sacrifier? Pourquoi être honnête vis-à-vis des autres? Puisqu'il y a des gens malhonnêtes, moi aussi je vais être malhonnête. Et c'est ainsi que toute la société fonctionne. À partir du moment où il n'y a plus de pacte social, il n'y a plus d'unité sociale, il y a des agrégations. Et c'est bien ce qu'on voit depuis 200 ans, depuis la Révolution. On a créé des castes, on a créé des gens intouchables, on a créé des super riches dont on ne peut pas s'approcher. Eux gouvernent et la piétaille n'a aucun droit en dessous. Vous allez voir avec d'autres passages encore à quel point les choses étaient différentes au Moyen-Âge. Sous Saint-Louis, l'esclavage a complètement disparu par l'influence de l'Église. Alors l'esclavage, il vient de deux grands rameaux. L'Antiquité gréco-romaine, gréco-latine, vous savez qu'on vante beaucoup les Grecs, la démocratie athénienne, mais la démocratie athénienne, c'est le petit peuple des élus, des magistrats, des gens de la cité, et puis à côté de ça, il y a bien sûr, ce qui leur permet d'être oisifs, tout un peuple d'esclaves. Donc en réalité, la démocratie, c'est quelques-uns qui en profitent et beaucoup qui travaillent. Ça, c'est l'exemple grec. À chaque fois qu'on nous vante la démocratie, il faut comprendre que ça se fait toujours au détriment de quelqu'un. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent. Donc la démocratie, c'est le loisir de discuter, de déblatérer, d'avoir des débats, d'agiter des belles idées pendant que des gens travaillent. C'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Vous voyez, la démocratie, c'est pas quelque chose qui est partagé par tout le peuple. C'est une partie du peuple qui peut se permettre d'agiter des idées et de tenir de beaux discours. Mais dans la réalité, il y a toujours quelqu'un qui travaille et qui paye. Et ça existait déjà à l'époque des Grecs. Donc, l'esclavage, qui va durer jusqu'à peu près l'époque de Saint-Louis, et qui va être prohibé, vient en partie donc du monde gréco-latin, de l'Antiquité, et d'autre part du monde des barbares, car les barbares arrivent avec leurs prisonniers, avec leurs esclaves, avec leurs troupes, dont ils font ce qu'ils veulent, dont ils font ce qu'ils veulent. Donc la loi barbare elle-même prévoyait l'esclavage. En terre chrétienne, très rapidement, l'Église va faire tout son travail pendant des siècles pour interdire l'esclavage. Et donc vous devez savoir que jusqu'à la Révolution française, l'esclavage est strictement interdit. Quelconque esclave arrivé en terre de France mettait pied en terre de France était immédiatement libéré de sa condition. Il n'y avait pas d'esclavage en France. Il y en avait dans les colonies, mais il n'y avait pas en France métropolitaine. Sous Saint-Louis, l'esclavage a complètement disparu par l'influence de l'Église. Les corvées ne sont plus guère que symboliques, quelques jours par an, soit nos actuelles prestations rurales en main-d'œuvre au service des communes. Alors je vais vous donner une autre anecdote qui est très amusante et assez piquante, qui est livrée par Chateaubriand lui-même. Chateaubriand raconte que, étant noble, il bénéficiait d'un privilège de noble. Un privilège. Et ce privilège, qu'est-ce que c'était? C'était que les villageois devaient chaque année lui faire cadeau d'un chapon qu'on lui apportait. On lui apportait un chapon. Et donc, l'animal était posé solennellement sur un char et on l'amenait au sieur de Chateaubriand, noble. Et en échange de ce chapon, eh bien, le noble était tenu d'offrir un immense repas, une festivité qui pouvait durer plusieurs jours, à ses frais, et durant lequel il nourrissait tout le village, faisait bombance, etc. Autrement dit, le chapon rapportait gros aux villageois, puisque ça leur offrait des jours de fête.
Et évidemment, ce genre de choses crée des liens très forts entre le seigneur, dont les privilèges en réalité étaient totalement, enfin très très largement symboliques, presque intégralement symboliques en 1789. Donc l'abolition des privilèges, c'est pas des privilèges, c'est des us et coutumes locaux en réalité qui créent des liens entre seigneurs, pratiquement disparus d'ailleurs, et la population. En réalité, les maîtres du jeu à ce moment-là, ce sont les bourgeois. Les seigneurs sont devenus très pauvres. Chateaubriand lui-même, la famille de Chateaubriand, c'est une famille pauvre. Il reste encore quelques pierres, mais pour l'essentiel, ce sont des pauvres. Donc ce sont les bourgeois qui ont racheté la plupart des fiefs et qui font subir au peuple toute autre loi que celle des seigneurs d'antan, comme on va encore en reparler maintenant. Les domaines n'ont plus rien de semblable aux immenses réserves de jadis. Ce sont de bonnes grosses fermes, plus grandes généralement que l'exploitation paysanne moyenne, pas beaucoup plus. Car entre-temps, l'ancien domaine carolingien a été systématiquement loti dans les mains des paysans, contre une sorte de fermage perpétuel, beaucoup plus proche de la pleine propriété que les plus libéraux des baux d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un fermier, un bail de fermier aujourd'hui, est moins libéral, moins libre qu'un bail médiéval. Et alors il faut lire Jacques Herz pour ça, pour le découvrir, mais la condition du serf au Moyen-Âge est beaucoup plus avantageuse que celui de locataire au XXe siècle ou au XXIe siècle. Car le serf a le droit de jouissance exclusif et perpétuel sur les biens dans lesquels il vit. Sa maison, par exemple, le seigneur ne peut pas la lui reprendre, c'est absolument impossible. Si officiellement la maison appartient au seigneur, en réalité, le serf en a pleine jouissance et la lègue à son enfant, à ses enfants, sans avoir d'impôt à payer, sans impôt de transmission. Il la lègue à qui il veut, en réalité, par droit plein et entier. N'importe lequel de ses enfants peut reprendre cette maison sans avoir à payer quoi que ce soit et sans que le seigneur puisse s'y opposer. Dès lors, la petite ou moyenne exploitation paysanne, très nombreuse, est solidement constituée. Et que l'on ne parle pas de servage au sens d'esclavage économique et juridique, comme on le répète encore trop souvent sur la foi de malentendus plus que centenaires. L'histoire seigneuriale moderne, fondée sur d'immenses études d'archives, est catégorique à cet égard. Écoutons Marc Bloch. On a cru quelquefois le cerf attaché à la glèbe. C'est, pour l'époque, qui s'étend jusqu'au XIIIe siècle, une erreur que dénient des textes innombrables. La confiscation des tenures pour garder le tenancier eût d'ailleurs été inopérante en un temps où la terre, comme cela fut pendant tout le Moyen-Âge proprement dit, était moins rare que l'homme. C'est l'homme qui est rare. Et donc les seigneurs n'ont aucun, c'est très important de savoir ça, aucun intérêt à maltraiter les hommes parce qu'ils en manquent. On manque de bras. Donc on a intérêt à leur faire des conditions très avantageuses. Cette grande abondance des terres vacantes, fait économique fondamental du Moyen-Âge seigneurial, contredit d'ailleurs la possibilité d'une véritable oppression et renforce l'aspect de communauté d'intérêts réciproques qui était naturellement celui de la seigneurie vassalique et personnelle. La caractéristique du serf, expliquait Marc Bloch, n'était pas qu'il ne pouvait partir, mais que là où il allait, il ne cessait de dépendre de son maître quant aux devoirs propres à son état. Et Marc Bloch concluait, la coutume était telle que le paysan du XIe au XIIIe siècle faisait figure de tenancier perpétuel, héréditaire et avec possibilité d'aliénation. Qui appliquait cette coutume? Les tribunaux seigneuriaux. Ils n'avaient pas intérêt à l'éviction. C'est donc les tribunaux seigneuriaux, ce sont les seigneurs donc, qui protégeaient les serfs et leur donnaient ces droits. Le mot servage, lui aussi mal choisi, est à l'origine la forme la plus communautaire prise par l'association vassalique. Certaines chartes le définissent même comme un privilège. Quant aux obligations de la terre, financières ou en nature, rien ne distinguait la tenure du serf de celle d'un tenancier quelconque. Le servage n'était donc pas une exploitation économique renforcée au bénéfice du seigneur. Il était une convention personnelle d'intérêt commun issue des anciens liens de clan. Le serf, fréquemment un homme libre à l'origine, quelqu'un qui a souhaité devenir serf, donc c'est bien qu'il y avait intérêt à le faire, faisait élection d'un seigneur. C'est lui qui choisissait son seigneur à l'origine. C'est l'homme libre qui choisit le seigneur qu'il veut servir. Il devenait son homme de corps, et contrairement aux tenanciers libres, souvent itinéraux, ce qu'on appelle les pastoureaux, il ne pouvait, sauf indemnité, se lier à un autre seigneur, se marier hors de la seigneurie, ce qui, par sa femme, lui liait ailleurs. Donc voilà ce qu'il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas se lier à un autre seigneur, il ne peut pas travailler pour un concurrent, et il ne peut pas se marier en dehors de la seigneurie, ou alors s'il le fait, il n'est plus lié à son seigneur. Il peut le faire, c'est pas interdit, mais il perd ses droits.
En contrepartie, sa responsabilité civile et sa responsabilité militaire passaient à la charge du seigneur qui, lui non plus, ne pouvait pas abandonner ses hommes. Il n'avait pas le droit. À l'opposé de ceux des tenanciers libres, les biens du serf ne pouvaient être saisis, pour dette notamment. On ne pouvait pas saisir les biens du serf pour des questions de dette. Ça me semble assez important à dire. Il était indemnisé des dommages guerriers, entre autres, et il était dégagé des obligations militaires qui pesaient sur les hommes libres. Tenant de la Tour écrit « Telles que les charges seigneuriales sont comprises et assignées, elles laissent aux hommes héréditaires, donc les serfs, les hommes héréditaires du manse ou de la borderie, une marge assez large de bénéfices personnels. Le véritable cheptel, les bêtes, qui a telle une métairie, comme on dit en limousin, échappe en entier à ces charges. La basse-cour est à peine touchée quand elle l'est. » Le même auteur encore a montré en détail que les charges seigneuriales, qu'elles s'appliquent aux serfs ou aux paysans libres, ne s'additionnent pas, ou du moins ne le font que très partiellement sur le même fonds. Je répète, les charges seigneuriales ne s'additionnent pas. Donc on vous dit toujours à l'école, à l'époque ils payaient toutes sortes d'impôts, c'était épouvantable. En réalité ils payaient beaucoup moins d'impôts qu'aujourd'hui. Beaucoup moins d'impôts. Le 20e n'atteignait même pas le 20e du bénéfice. Les charges sont réparties entre les divers fonds de la seigneurie. Un fonds qui doit prêter une paire de bœufs et quelques journées de son exploitant pour une corvée de vinage, le transport du vin, ne paiera rien ou presque rien en blé ou en seigle. Un fonds qui doit quelques setiers d'orge ne paiera rien ou presque rien en argent. Les hommes qui devront faucher les prairies seigneuriales ne faneront pas, etc. Ainsi, les formidables énumérations de droits seigneuriaux que donnent maints historiens pressés et que reprennent trop de manuels scolaires, en laissant croire que leur somme pesait sur le paysan, ne peuvent que donner une idée entièrement fausse de la réalité. Les serfs d'ailleurs ne montraient souvent nul enthousiasme lorsque le seigneur décidait de les affranchir. On constate le mauvais vouloir des serfs récalcitrants lors de l'affranchissement des paysans du domaine royal par Louis X le Hutin en 1315. Et à la fin du XVIIIe siècle encore, après l'édit de 1779, les derniers serfs réclameront le respect des anciennes coutumes. Rien n'était encore parfait, loin de là, toute la vie était encore rude, mais la bonne direction a été prise en ce qui était essentiel. Sommes-nous si sûrs à bien y réfléchir que nous ayons réalisé depuis un progrès économique et humain d'ampleur comparable à celui que notre existence quotidienne doit encore à cette époque dite de ténèbres? Comme l'écrit André Mauroy, il y eut un véritable miracle français au Moyen-Âge, une civilisation, une des plus hautes que l'histoire ait connue, fleurit tout à coup dans ce qui avait été la Gaule, submergée de tous côtés par les invasions asiates, normandes, sarrasines, qui brilla dès lors d'un éclat sans pareil, au point qu'au XIIIe siècle, pour le grand khan des Khans mongol lui-même, dans les steppes de Karakorum, aucun doute n'était possible, le plus grand roi de la Terre était, il le savait et il le disait à ses visiteurs, Louis IX de France, celui que nous appellerons Saint-Louis. En même temps, fleurir sur notre sol, dans les pires conditions économiques pourtant, la seigneurie à la française avec sa paysannerie affranchie. En Angleterre et dans tous les autres pays d'Europe, l'esclavage persista beaucoup plus longtemps, ainsi que les grands ordres monastiques, la chevalerie, l'art roman, l'art gothique, l'amour courtois, la poésie des troubadours, les universités, l'école rurale qu'avait ignoré l'Antiquité, enfin la perfection royale en Louis IX lui-même. C'est un bilan qui, après tout, peut se défendre. Sur la chasse. Nous sommes loin de l'image ridicule que nous montrait l'histoire de France à l'usage de l'enseignement primaire il y a quelques années. L'illustrateur représentait un seigneur chassant dans les vignes ou dans les blés en tige sous l'œil consterné du pauvre manant. Comme si un propriétaire foncier trouvait naturellement sa plus grande joie à détruire les récoltes qui lui vaudront de recevoir son fermage. Comme si le gibier couru n'avait pas risqué de débouler sur les terres même du seigneur, toujours étroitement imbriquées dans celles de ses tenanciers. Comme si enfin le manant soumis à pareil traitement n'aurait pas cherché tout de suite à s'installer ailleurs, parmi les terres vacantes, hors de portée de son persécuteur. Bien vu. Bien vu. Ainsi, cette image, vraie assurément, si on la prend comme traduction d'une réalité exceptionnelle, surtout guerrière en fait, ça arrive, ce genre de choses qui arrivaient durant le temps de guerre, est fausse et stupide comme image type. Et croire que la chasse seigneuriale ait été dans son principe une forme de tuerie et de dévastation serait commettre un total contresens. Il n'est pas venu à l'esprit des gentilshommes d'y employer les armes de guerre, arcs, arbalètes, mousquets ou fusils, en service aux époques successives. Point assez intéressant aussi, souvent au cinéma, on représente des paysans qui n'avaient absolument pas le droit de chasser. Et surpris à braconner sur les terres du seigneur, on les arrête et on les pend immédiatement. Bien que les conventions seigneuriales aient été fort diverses dans l'espace et dans elles prévoyaient généralement que les paysans
avaient le droit de tuer tout ou partie du gibier sur leur culture, de prendre le sanglier qui mangeait leurs fruits, le chevreuil qui broutait leurs plantations, le lièvre nuisible au jeune blé. Comment en aurait-il été autrement alors que les mêmes animaux pouvaient nuire, nous l'avons dit, aux terres proprement seigneuriales, toutes voisines? C'est pas mal. Réduire la peinture de la vie seigneuriale à celle de quelques Attila des moissons serait aussi peu sérieux que prétendre condamner la révolution de 1789 parce que les chasseurs révolutionnaires, après le 4 août, dévastèrent les récoltes tout autour de Paris, notamment dans les plaines de Chantilly et de l'Isle-Adam, excès qui firent réclamer par Robespierre à la Constituante la limitation du droit de chasse aux seuls propriétaires sur leur domaine. Mais il est vrai que bien des gens croient encore à cette invention graveleuse et mélodramatique du droit de cuissage dont il n'y a pas la moindre réalité nulle part et que ni les mœurs chevaleresques ni surtout l'Église n'eussent permis. On peut constater en France qu'il n'y eut pas de grande famine de l'an 1033 à la guerre de 100 ans, commencée au milieu du XIVe siècle. On parle très souvent de famine à l'époque du Moyen-Âge, les gens crevaient de faim, c'était épouvantable, ils mangeaient des racines, ils mangeaient des arbres, ce qui d'ailleurs n'est pas possible puisque les arbres ne sont pas comestibles, mais on lit chez les historiens modernes, on lit que les gens mangeaient des écorces d'arbres, ce qui est une aberration. Comment naissait un village? Les seigneurs défricheurs et urbanistes. Si nous revenons un peu en arrière au moment des grands défrichements du XVIe siècle, par exemple dans la Gâtine du Haut-Poitou, les recherches de M. Gabriel Debien nous montreront une administration seigneuriale type en pleine action. À cette époque, comme cela sera constamment le cas jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, la baisse du pouvoir d'achat de la monnaie a réduit considérablement les revenus seigneuriaux. Les redevances des tenanciers étaient le plus souvent stipulées en argent. Les Isorés, seigneurs de Forges et de Pleumartin, ont nettement conscience des transformations économiques qui commencent autour d'eux. Ils montrent alors un superbe exemple de la souplesse trop souvent niée de l'exploitation seigneuriale. Comme eux, bien des seigneuries châtelleraudaises ont su braver les crises, modelant ce qu'elles dépensaient sur ce qu'on leur devait, parce que les recettes étaient en bonne partie rendues au fond sous forme de réparation de fermes et d'amélioration locale, parce que le seigneur, enfin, était son propre intendant et se passait d'intermédiaire. Les Isorés, donc c'est une famille, se décident donc à un vaste défrichement qui leur fournira de nouveaux redevables. Les Isorés le peuvent, car ils sont présents. Le défrichement ne se décide ni ne se dirige de loin, ils commandent la résidence. Leur défrichement de 1564 se fait par découpage de parcelles beaucoup plus longues que larges, limitées par un chemin à chacun de leurs bouts. En tout, 113 hectares. Ces parcelles sont distribuées aux futurs exploitants avec un souci d'égalité qui surprendra maint lecteur peu préparé à voir dans l'administration seigneuriale ce qu'elle était réellement. Une administration souveraine autant que privée, un État communautaire plus qu'une fortune et plus qu'une classe. La distribution est faite par famille et par maison. La superficie est assez peu en rapport avec la situation sociale du tenancier. Tous les preneurs d'Archigny et de Pleumartin ont 20 boisselets. On compte cependant parmi eux, à côté d'un gentilhomme et à côté de laboureurs, de simples artisans, un couturier, un tisserand, etc. Cette centaine de nouvelles tenures va fortement augmenter les revenus seigneuriaux, dira-t-on. Le besoin en était-il si criant? Oui, car les Isorés, toujours actifs, ont décidé de créer un bourg neuf, un centre nouveau de la vieille paroisse de Saint-Séneri, cette fois tout près de leur château de Pleumartin. Et pour eux, la formation de ce bourg neuf, auquel le château va passer son nom, est une occasion d'énormes dépenses. Il va leur falloir installer dignement leurs hôtes, c'est le terme propre, faire les frais d'une église neuve et de son chapelain, d'un grand foirail, d'une halle et d'un glorieux four banal. Ensuite, il faudra à la fois attirer les nouveaux habitants et leur imposer des règles de beauté, car les paysans du Haut-Poitou n'ont pas droit aux surenchères de mauvais goût de nos banlieues ou de nos campagnes du XXe siècle, où l'on peut construire en désordre n'importe quel pavillon, n'importe quelle cabane. Nous sommes au XVIe siècle, et c'est René Isoré, ou c'est pareil, qui commandent. Avec leurs prédécesseurs et leurs successeurs, collaborant avec les maîtres des corporations de bâtisseurs, ils réaliseront cette majesté, cet équilibre, cette saveur vigoureuse des styles provinciaux de nos anciens villages qui meurent, hélas, chaque jour sans que rien qui soit digne les remplace. Les écoles médiévales. Le moine qui conserve les chefs-d'œuvre de la civilisation grecque et latine, le calligraphe, l'enlumineur, qui ont sauvé l'histoire sacrée et profane lorsque les barbares déferlaient sur l'Europe, ne sont pas seulement les hospitaliers ou des intellectuels. Ils enseignent inlassablement. Ils sont professeurs, éducateurs. Les abbayes ont toutes leurs écoles. On y apprend en même temps que la foi chrétienne la lecture, l'écriture, le latin, le chant. L'enfant est admis à l'école du monastère dès l'âge de 7 ou 8 ans. S'il est bien doué, il peut y passer une dizaine d'années et se préparer aux études universitaires.
Les garçons sont séparés des filles qui ont leur établissement particulier. L'abbaye d'Argenteuil, où fut élevée Héloïse, enseignait aux jeunes filles l'écriture sainte, la médecine et même la chirurgie, sans compter le grec et l'hébreu. En général, on sortait de ces écoles avec des notions de grammaire, d'arithmétique, de géométrie, de musique, qui permettaient d'accéder à l'université. Il y eut même un enseignement technique dans certains monastères où l'on travaillait l'or, l'argent et le cuivre. Dès le IXe siècle, les monastères s'ouvraient aux étudiants externes. Le concile de Mayence enjoint les fidèles d'envoyer leurs fils à l'école, soit dans les monastères, soit auprès des prêtres. Voilà qui en dit long sur cette prétendue ignorance et ce manque d'instruction dont on parle au Moyen-Âge. Le concile de Mayence enjoint les fidèles d'envoyer leurs fils à l'école. Aux approches de l'an 1000, un homme de génie, Gerbert, apparaît. Gerbert étonne ses contemporains par la variété de ses dons, une curiosité universelle. Il est à la fois pédagogue, savant, lettré, homme politique. Il attire l'attention du métropolitain Aldabéron par l'excellence de ses travaux. Appelé à diriger l'école de l'église de Reims, Gerbert a été un écolâtre incomparable. Son enseignement était encyclopédique, car ce maître était à la fois, dirions-nous, un professeur de lettres et un professeur de sciences. Selon le programme en vigueur dès le haut Moyen-Âge, l'écolier commençait ses classes par l'étude des matières littéraires qui formaient le trivium et consistaient dans la logique ou dialectique, la grammaire et la rhétorique. L'instruction de l'élève se poursuivait par un enseignement scientifique appelé quadrivium, parce que 4 sciences étudiées successivement en étaient les matières arithmétique, musique, astronomie, géométrie. Bientôt, les écoles et les monastères se multiplient. Les écoliers sont plus nombreux et bien que les premières universités n'aient été fondées qu'à la fin du XIIe siècle, ces écoles ont déjà des maîtres remarquables pour les diriger. Le Concile du Latran 1179 fait obligation d'adjoindre aussi une école à chaque église, à chaque cathédrale. Étudiant le temps de Philippe Auguste, Blücher constate qu'il en est bien ainsi. Voilà pour ces quelques extraits de ce livre que je vous présente maintenant et qui s'appelle « Ainsi vivaient les Français » de Armel de Vim, chez Jean-Pierre Guis, éditeur. Très intéressant. Ce monsieur est né, je crois, début du XXe siècle. Né en 1922, historien, romancier et peintre, appartient à l'une des plus anciennes familles d'Artois, fixées ensuite à Paris et en Bretagne par des alliances bretonnes. Donc l'intérêt de ce livre, c'est que ce monsieur dispose d'archives de famille extrêmement rares. Il n'y a pas beaucoup de familles qui ont autant d'archives. Et donc, il nous déroule la vie l'histoire de France, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française, au travers de ses archives, et avec énormément de faits précis qui sont très loin des spéculations et des hypothèses formulées par les historiens d'université. Ici, on a des documents de première main, et donc il peut faire une étude précise sur des faits. Donc c'est ainsi qu'on a découvert que l'enfant du Moyen-Âge est au moins aussi instruit que celui d'aujourd'hui, si ce n'est plus, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, le taux d'alphabétisation est en véritable chute, je ne vais pas dire chute libre, mais enfin c'est en chute, très nettement. Le niveau des études est de plus en plus bas, et donc il n'est pas étonnant qu'on ait eu ce Moyen-Âge brillant avec ces édifices extraordinaires, cette organisation sociale extrêmement équilibrée, du fait des relations étroites des gens les uns avec les autres, le peu de violence, la grande harmonie, et puis la salubrité générale, car contrairement à ce qu'on pense, c'était loin d'être un cloaque infâme bourré de maladies. Il y avait un système sanitaire, il y avait des hôpitaux gratuits, des hospices, où on allait, on n'avait pas à présenter de papier d'identité, ni de carnet de santé, ni de carte vitale, on était soigné immédiatement, anonymement et gratuitement. Et puis, toutes sortes de choses qui font quand même un temps assez extraordinaire par rapport au nôtre, avec davantage de liberté, beaucoup moins d'impôts, et d'autres avantages encore, une liberté de circulation au moins aussi grande qu'aujourd'hui, et bien sûr, une liberté de pensée et d'expression indépassable, puisqu'aujourd'hui, vous savez, on est de plus en plus dans l'interdiction, dans la censure et dans les lois d'opinion, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez très bien être mis en prison pour vos opinions. Vous le savez maintenant. Donc, si vous ne pensez pas comme il faut, vous risquez la prison aujourd'hui. Donc, finalement, il y a une inversion entre la vision qu'on a du Moyen-Âge et l'avantage qu'on se donne aujourd'hui. On s'aperçoit que plus on étudie le Moyen-Âge, plus il y a des choses assez remarquables. Tout n'est pas parfait, bien sûr, mais aucun temps n'a jamais été parfait. En tout cas, il y a des avantages très considérables de ce temps-là par rapport au nôtre, et c'est notre intérêt d'en parler.
sur l'école en particulier. C'est très très étonnant d'apprendre que finalement, eh bien tous les enfants pouvaient parfaitement s'instruire et gratuitement près de chez eux, sans aller loin, puisqu'il y avait une école au moins par église. Voilà, donc je voulais vous livrer ces quelques extraits parce que ça me semble extrêmement intéressant. Si vous trouvez ce livre, eh bien je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt.